enseigner. On dit, non, il faut que les musulmans, déjà, on remette en question nos prédispositions. On se la raconte trop. Je sais que c'est trivial comment je parle. Non, c'est vrai. Mais on a cette idée, j'ai vu ça quand j'étais au Sénégal, un peu partout dans le monde musulman, on est ras des pâquerettes. Et on trouve le moyen de dire que, Inch'Allah, on est les meilleurs. Tais-toi, travaille, arrête de te la raconter. C'est pas parce que ton père c'est un cheikh Foulan que tu iras au paradis. Et ça se trouve, ton père ou ton cheikh Foulan, il est en enfer. Tu sais rien du tout. Et comme le Coran le dit, Fala tuzaku anfusakum, ne vous la racontez pas. N'imposez pas à Dieu vos points de vue. Soyez modestes. Travaillons. N'essayons pas de dire que ce que nos ancêtres ont dit, c'est les meilleurs. Non, c'est pas les meilleurs. Ils ont fait des bonnes choses. Ils ont fait aussi des erreurs. Comme tous les êtres humains. Et nous, on n'est pas chargé, on n'est pas responsable de ce qu'ils ont fait. On est responsable de ce que nous, on a fait. Et donc, tant que cette vision-là est prégnante dans le monde musulman, on s'en sortira pas. Donc, on a des traditions bizarres, cheloues. Je reviens sur, par exemple, la question de l'excision. Oui. On m'a demandé de faire une intervention sur l'excision à plusieurs reprises. Et des femmes aussi, moi, en général. J'ai honte. J'ai dit, mais vous vous rendez compte, moi, Ousmane Timéra parlait de l'excision. Les gens vont voir ça, ils vont dire, ils en sont encore à là. Je fais, même moi, j'ai honte de parler de ça. C'est la honte. Mais quand on entend un certain nombre de savants, d'intellectuels qui commencent à nuancer, je dis, mais pourquoi? Parce que les anciens en parlaient, que peut-être que... Mais ton ancien, il est dans l'erreur et c'est tout, on n'en parle plus. On passe à autre chose. On est plus intelligent que nos anciens. Normalement. Normalement, hein. Parce que nous, on a ce que nos anciens ils ont dit, ce que le monde nous dit aujourd'hui, et nous-mêmes. Donc c'est normal. Et ce serait même une fierté pour nos anciens que d'avoir des descendants qui soient plus intelligents qu'eux. Moi, mon père m'a toujours dit, je rêve que tu sois plus savant que moi. Quand il me voit faire des commentaires et des conférences, il est content. Bah, j'espère que mes filles et mes fils, si j'ai un fils un jour, ils seront meilleurs que moi. Et c'est comme ça la vie. Nous, non. Donc, il y a cette chape de plomb qui est que on pense que nos anciens sont les meilleurs, que nous, de toute façon, on ira au paradis, alors qu'on est les plus sales, on est les moins organisés. C'est chez nous qu'il y a la guerre civile. C'est chez nous qu'il y a l'analphabétisme. C'est chez nous qu'il y a la dictature. Avec quoi? Avec ça, vous voulez aller au paradis? Mais vous rêvez. Si Dieu nous fait rentrer au paradis dans ces circonstances-là, il n'est pas juste. Dieu est juste. Donc si Dieu est juste, il fait rentrer au paradis ceux qui font le bien. Ceux qui sont les plus justes. Ceux qui sont les plus instruits. Ceux qui sont les plus organisés. Ceux qui aident l'humanité à s'en sortir. Voilà qui ira au paradis. Mais c'est pas avec des discours idéologiques et des chants à non plus terminés de nous les anciens on était les meilleurs et compagnie, et que moi mon Wali Foulan il a les clés du paradis et puis tout va bien pour nous. C'est pas avec ça qu'on ira, qu'on réussira dans ce monde. Et si on ne réussit pas dans ce monde, on ne réussira pas dans l'autre monde. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire. Excusez-moi, j'étais un peu passionné, je me suis un peu lâché. C'est très bien, c'est parfait. Voilà, j'étais plus long que je ne l'avais prévu. Non, c'est très intéressant parce que ça nous fait réfléchir sur la question de l'islam en France, de la situation. Je ne sais pas si on peut dire une communauté, mais de la communauté musulmane de France. Musulmane. Voilà, où on observe quand même, voilà, des communautés musulmanes, on observe quand même, voilà, beaucoup de dysfonctionnements. Tu parlais de crise, toi. Oui. Voilà, donc tu l'as très bien explicité. C'est un peu l'avis que j'ai de par l'observation que j'en fais. Bon, après, la question de l'islam de France, la République française n'est pas sérieuse aussi. Hein. Absolument. Parce que là, ils sont en train de créer une église. Tout à fait. Ils ont exalté quelque chose qui aujourd'hui... Ils veulent créer une église, les musulmans disent on n'a pas d'église. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas organisé, mais le manque d'organisation n'est pas dû à l'absence d'église. La volonté de la République française de mettre en place une église de fait, c'est pour contrôler. Or, la séparation de l'église et de l'État, c'est autant pour protéger le politique que pour protéger le religieux. Oui, parce que c'est vrai qu'on voit pas vraiment dans les autres religions une mainmise, en tout cas une tentative de mainmise de par la décision. Voilà, la politique, par exemple, le choix des représentants. C'est vrai que parfois, on voit souvent des débats, il est question d'islam, il n'y a pas de musulmans sur le plateau. C'est un exemple parmi tant d'autres, et c'est pas le cas dans d'autres religions. C'est pas le cas et ça montre la situation de domination dans laquelle on se trouve, d'une part, et aussi l'incapacité des musulmans à se prendre en main.
Je dis l'État français n'est pas sérieux, et puis bon, il y a une volonté de continuer la colonisation. Et que bon, c'est la classe dangereuse, quoi. Faut les surveiller, hein. C'est bougnoul et c'est nègre. Mais je caricature à peine. Mais les musulmans aussi, quelle que soit leur culture, parce qu'il y a plusieurs cultures musulmanes, les amis, il n'y a pas que les Maghrébins. Voilà, il y a des Noirs, des Asiatiques, il y a des convertis aussi, les amis. Les Européens musulmans, ça existe. Bon, on les voit pas souvent, mais ils sont là. On est incapable de régler nos problèmes de façon méthodologique, organisée et ordonnée. On a la chance de vivre en France, on a la chance d'être à l'école de la République, on nous a appris un certain nombre de choses. Bon, mais en même temps, c'est pas les jeunes générations qui dirigent l'islam de France, hein. C'est toujours les vieux, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais c'est des vieux et ils veulent pas lâcher le morceau. Mais le fait est que même les jeunes qui viennent, et ils ont la même éducation, même amour du pouvoir, qu'ils ne veulent pas lâcher. Mais moi, ça ne me dérange pas l'amour du pouvoir. Moi aussi, j'aime le pouvoir, pas de souci. Mais on organise. Voilà. Est-ce que la République française, est-ce que l'État français veut que les musulmans s'organisent? Est-ce que les musulmans, les responsables associatifs musulmans, les représentants des différentes ambassades étrangères, parce que c'est l'étranger et l'État français qui, ensemble, contrôlent l'islam de France, entre guillemets. Est-ce qu'ils veulent l'indépendance des musulmans? Est-ce qu'ils veulent l'application réelle des principes du Coran quand il dit que l'affaire des musulmans, elle se traite par les musulmans eux-mêmes? Il n'y a pas quelqu'un au-dessus d'eux qui traite ça. C'est une concertation entre eux. Mais est-ce que même cette culture est diffusée parmi les musulmans? Moi, je ne le pense pas. Donc il y a un travail d'éducation à faire. Il y a une volonté politique à avoir de la part de l'État français. Et il y a une responsabilité de la part des dirigeants et des élites musulmanes. Les élites musulmanes ne sont pas à la hauteur. Vraiment. Il suffit de voir les prises de position qui ont lieu ça et là. Ce n'est pas vraiment à la hauteur des enjeux. Donc, pour moi, l'espoir se trouve dans la jeune génération qui n'a pas de complexe, qui se sent française et qui sont musulmanes pleinement, et qui arrive à faire la distinction entre l'islam et le musulmanisme étant la tradition des musulmans, et l'islam étant ce qui est contenu dans le Coran comme principe et qui demande à être actualisé. Et ça c'est quelque chose que tu sens, tu penses que c'est majeur? Toi, c'est ce que tu observes? Non. Est-ce que la jeune génération vraiment... Pas vraiment. Ouais. La jeune génération sent que le système est mauvais. Ça c'est sûr, mais ça je crois que c'est général, c'est pas que les musulmans. Ouais, mais là c'est encore plus présent, quoi. Là, avec les terrorismes, voilà, toute la crise qu'il y a et tout, on sent que tout l'enseignement qui nous a été donné pendant les 30 dernières années est à mettre à la poubelle, ou en tout cas à remettre en question. Mais la question, c'est que les jeunes générations n'ont pas les moyens de remettre en cause les choses, parce qu'ils n'ont pas étudié, au fait. Et donc, du coup, ils se retrouvent face à des gens qui leur disent « t'as pas étudié, donc t'as rien à dire ». Ce qui est difficile avec quelqu'un comme moi. Moi, j'ai les deux cultures, voire les trois. Et puis, j'imagine que on voit quand même que des gens instrumentalisent en même temps cette remise en question, cette curiosité. Exactement. Que on ces jeunes instrumentalise pour démolir aussi l'assise identitaire des musulmans, en leur disant il faut vous assimiler. Donc, on est entre deux dangers, en fait. On voit la sclérose de la pensée musulmane et les résultats actuels. Et en même temps, si on remet en question tout ça, on a peur de remettre en question la religion elle-même. Parce qu'on n'arrive pas à séparer, en fait, la religion et la production des religieux. Et donc, du coup, ça peut faire un appel d'air vers un délabrement identitaire et intellectuel, une assimilation complète, et aller dans le sens des identitaires et des racistes de tous bords au sein de la société, des sociétés européennes. Donc, on est dans cet entre-deux-là, et il faut une autre voie, quelque chose qui sort. Et qui est que moi je suis moderne à fond la caisse. J'ai grandi ici, mon ami. Donc j'ai rien à prouver. J'ai pas de complexe. Et deuxièmement, je suis musulman, mais à fond la caisse. J'ai rien à prouver non plus. Et en même temps, j'arrive à critiquer les musulmans sans me sentir en dehors de l'islam, et j'arrive à critiquer l'Europe sans être anti-moderne. Moi, je suis plus pour le dépassement même de la modernité, de la musulmanité. Il faut trouver une autre voie. Il faut transcender tout ça.
Donc il y a un travail de fond à faire. Je sais que ce discours-là, il détonne un peu parce qu'on en est encore à il faut s'intégrer, il faut s'assimiler, la laïcité. Mais est-ce que tu trouves vraiment qu'il y a cette volonté de s'assimiler chez les jeunes? Parce que finalement, moi j'ai l'impression, mais bon, c'est ma réalité, que beaucoup de jeunes justement sont dans un rejet. Pas forcément en fait. C'est un rejet, c'est le rejet d'un assimilé. C'est qu'ils ont intégré les codes. Seulement, la société les a rejetés. Donc, dans ce rejet, ils rejettent aussi, mais c'est le rejet d'un amoureux. Et il n'y a pas peur que le rejet d'un amoureux, ça peut être très violent. Et donc, non, la République française, l'assimilation a fonctionné comme on le croit. J'ai envie de dire malheureusement. Mais pour toi, c'est une mauvaise chose, l'assimilation? Oui, c'est une mauvaise chose, l'assimilation. Parce que ça a marché avec d'autres communautés et ça ne les a pas du tout empêchés. Par exemple, pour les Juifs. Les Juifs ne sont pas assimilés. Qu'est-ce que tu appelles l'assimilation? L'assimilation, c'est l'oubli complet de sa culture. Ah d'accord. C'est pas l'intégration. D'accord, moi c'est pas. Je pensais pas vraiment culture, à ça. Hein. Pas du tout. C'est pour ça que je pensais pas à ça. Je pensais plus. L'assimiler, c'est j'ai mangé un truc et je l'ai assimilé. Ça y est, il n'existe plus en tant qu'entité dans mon corps. Je parlais alors d'une. Moi, quand je pense assimilation, je pense pas non plus à comment on dit, aliénation. Tu vois? Oui, mais l'assimilation, quand vous entendez ce qu'ils disent, c'est de l'aliénation. C'est qu'on ne veut pas de votre culture. Quand vous rentrez en France, donc vous rentrez, vous êtes, parce qu'on oppose souvent l'assimilation au communautarisme. Oui, bon. C'est vrai. Bon, mais ce sont deux extrêmes qui sont mauvais. L'assimilation, c'est quoi? C'est vraiment l'idée de le corps social va digérer une nouvelle communauté de telle sorte que l'existence en tant qu'entité de cette communauté n'est plus. Les individus sont complètement assimilés. Alors, par rapport à l'assimilation, c'est intéressant parce que certains disent que c'est la tradition française, que la France s'est construite sur l'assimilation. C'est du pipeau. C'est même pas vrai. Quiconque connaît la France, c'est que c'est le pays où il y a le plus de diversité de toute l'Europe. On n'est pas les Allemands. Il n'y a pas une seule ethnie. Il y a eu plusieurs ethnies, jusqu'à présent d'ailleurs, il y a plusieurs ethnies en France. Il suffit de voyager un peu. Entre la Bretagne et Marseille, on parle pas pareil. Et on voit pas les choses pareilles. Donc tout ça, c'est pas vrai. C'est le mythe. Mais ils pensent peut-être, au-delà de penser pareil, ils portent les mêmes noms, ils mangent pareil. Je pense que c'est plutôt des choses culturelles. Parce qu'il y a une culture chrétienne de manière générale. Voilà. Mais entre les Bretons et les Basques, même le Français à la base, les Français à la base, c'est une ethnie. C'est une ethnie. C'est la langue française qui s'est ensuite déployée sur tout le territoire français par la force. Et par l'administration, l'école, etc. Très bien. Mais il y avait plusieurs identités en France. Et il y en a encore plusieurs identités. Donc l'idée, le fantasme de l'assimilation, c'est un fantasme. Le fantasme né de quoi? Parce que la France étant si diverse, il y a la peur de la dislocation du pays. Et donc l'État est centralisateur. C'est l'État qui a fait la nation française. C'est pas le contraire. Donc l'État a tendance, c'est un principe, c'est une sorte de principe unificateur, mais en lutte contre les principes de diversité. Et c'est ça qui est toujours en jeu jusqu'à présent et qui travaille la société française. Oui, tout à fait. Hein. Donc c'est du pipeau tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'assimilation, c'est un fantasme. Et ensuite, on nous l'a fait à l'envers à nous, immigrés ou fils d'immigrés, des anciennes colonies. On nous demande de nous effacer au niveau culturel et identitaire. C'est même pas possible même. Ça n'a jamais existé. Parce que même en tant qu'individu, on a tous nos spécificités. En tant que groupe, il suffit de mettre des gens dans un même quartier, ils créent leur propre culture. Leur propre sous-culture. Donc il y a une culture française générale, oui. Et dans cette culture générale, il y a des sous-cultures. Et ça, c'est la vie. Celui qui refuse ça, il refuse la vie. Et soit on est violent, soit la vie devient violente. Dans les deux cas, ça finit très mal. Donc il faut arrêter, c'est has-been ces affaires d'assimilation, c'est idéologique. Même l'intégration, c'est de l'idéologie. C'est que de l'idéologie. Donc pour toi, il est possible que tu crois au multiculturalisme ? Je crois même pas au multiculturalisme. Je crois au fait que les cultures sont interdépendantes et c'est l'échange entre les cultures. Sur un même territoire, par exemple en France, qui est un petit pays et qui est assez, c'est vrai,
qui n'est pas communautariste au sens des anglo-saxons. Oui. Est-ce que tu vois un avenir possible en France avec différentes cultures? Par exemple, si on parle de la banlieue ou de la communauté musulmane, est-ce que tu penses que la pratique d'un véritable islam est possible avec les valeurs de la République? Mais bien sûr. Et comment tu le vois? Mais non dans quelles conditions? Dans quelle mesure? Déjà, parlons des origines. Les Lumières, les siècles des Lumières. Quand Hegel, le philosophe allemand, parle des Lumières, les Français vont jusqu'en Allemagne avec les armées napoléoniennes. Il dit quoi de la Révolution française? Il dit que l'islam, en fait la Révolution française veut faire la même chose que l'islam en Orient. Étrange. Pardon, lui c'était un sens péjoratif parce qu'il était contre ce qui se passait en France. Il disait pourquoi? Parce que les révolutionnaires veulent établir l'égalité. Comme l'islam veut établir l'égalité. C'est comme ça qu'il le dit. Dans sa philosophie des religions, sa philosophie de l'histoire. Très bien. Ok. Emmanuel Kant, qui va écrire Qu'est-ce que les Lumières? Dans sa thèse de doctorat, on va le trouver sur Internet, il écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim de sa propre main. Les liens entre Descartes et Al-Ghazali sont connus. Le doute méthodique de Descartes. Certains disent que ça a été directement inspiré d'Al-Ghazali. Donc il y a des liens entre la modernité et l'islam. Il y a des liens. Il y a des différences, mais il y a des liens. L'islam est venu en tant que révolution pour dire il n'y a plus de clergé. On connaît les positions du Coran pour dire il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les êtres humains, et le pouvoir n'est pas un pouvoir divin. Et c'est la communauté musulmane qui choisit ses dirigeants. Et pourquoi la Révolution française et le protestantisme ont eu lieu? Le premier, c'était une remise en cause du pouvoir papal. Le deuxième, c'était une remise en cause du pouvoir divin du roi. Bon, donc il y a des liens. Donc quand on nous dit que l'islam est incompatible avec la République, on se fiche de nous. En fait, de toutes les religions, c'est la religion qui est la plus compatible avec la République française. C'est la plus compatible. Parce que nous, notre principe, après, l'application, c'est sûr qu'il y a eu des problèmes. Et que les musulmans sont loin de leur principe. Mais l'application a eu lieu à l'époque du prophète Mohammed, et c'est dans nos livres. Les sunnites, le conflit qu'il y a entre les sunnites et les chiites, entre autres, c'est quoi? Les chiites pensent que normalement le pouvoir est théocratique. C'est par héritage, c'est Dieu qui choisit le calife. Les sunnites, à la base, disent non, c'est la communauté qui choisit. Après, il y aura des déviances, qui vont opter ensuite sur le pouvoir du plus fort. Mais à la base, les sunnites disent non. C'est la majorité qui décide qui est le roi. Et l'affaire politique n'est pas une affaire religieuse. Le religieux, c'est le religieux. Le politique, c'est les politiques. Donc ça, je l'invente pas. C'est dans tous les livres de droit musulman. Allez-y, regardez. Donc moi, je reviens sur cette affaire au niveau des principes et de la vision. La République française est bien plus proche des valeurs de l'islam que les pays musulmans actuels. Je dis pas que la République applique la charia, hein. Pas exagéré quand même. Quoique le code civil a été pris Napoléon a pris ça de l'école malikite. Tout à fait. Les mariages et autres, c'est les mêmes choses qu'on trouve dans le droit musulman. Au fond, l'islam n'est pas venu avec un droit particulier. Contrairement à ce que les musulmans disent, oui, il y a un droit canonique, le droit musulman. Non, ça c'est le droit que les musulmans ont fait. C'est pas le droit coranique. Le Coran vient avec des principes généraux qui permettent d'établir des constitutions qui font les lois. Donc, c'est la constitution des constitutions. C'est comment faire en sorte que l'être humain légifère de façon juste. Pas qu'il légifère à sa place. Donc, je ferme toute cette parenthèse-là. C'est très intéressant parce que, en fait, moi, ce que ça m'évoque, tout ce que tu dis, c'est qu'on a l'impression que cette division qui se fait, qui pour certains n'est pas possible, elle apparaît et elle est entretenue, mais elle peut apparaître et se justifier parce qu'en fait, les principes fondamentaux ne sont pas respectés de part et d'autre. Bravo. Alors que si on revient à la hauteur aux principes fondamentaux, et là, moi, je pense aux écrits des traditionalistes, notamment René Guénon, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ah oui, moi aussi. Voilà, c'est drôle. Hein, si on va au fond des choses de part et d'autre et au fond de la doctrine, finalement, les choses se rejoignent. Exactement. On arrive à cette unicité.
Mais le Coran explique que toutes les religions, à la base, moi, ce que je vise, c'est même dépasser le modèle républicain. Parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes au niveau de l'État-nation et autres. Il faut dépasser tout ça. Du point de vue coranique, la diversité au sein d'une même société, la diversité des religions est recherchée. C'est paradoxal pour un livre qui vient de Dieu. Et il dit non. Il dit c'est normal. Les kullin, à chacun, nous avons donné une voix et une charia, une loi. Et si Dieu l'avait voulu, vous serez une seule et même communauté. Mais c'est plutôt le bien qui doit être votre but. Concurrencez-vous donc dans le bien. Le bien commun. Après, chacun a sa façon de vivre. Je crois qu'en fait, beaucoup de gens qui aujourd'hui sont hostiles à l'islam en France, c'est parce qu'ils ne pensent pas islam, ils pensent racaille. Ils pensent racaille, et puis ils voient quand même ce que les musulmans ont fait de l'islam aussi. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Je l'ai mal exprimé, mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils en ont une image qui est donnée par les représentants en France. Quand vous entendez Allahu Akbar à la télévision, ça ne vous rassure pas. Je veux dire, c'est un mec barbu, tout sale, tout hirsute, avec une canage dans la main, Allahu Akbar, purée, ça donne pas envie. Donc les musulmans eux-mêmes ont une compréhension. En fait, la compréhension musulmane est une compréhension régressive. C'est qu'ils sont revenus à ce que l'islam a combattu. C'est hallucinant. L'islam a combattu ces choses-là. Et les a critiqués, c'est les autres religieux. En demandant aux juifs et aux chrétiens de ne pas s'entretuer, de ne pas se disputer autour de la question de Dieu, de ne pas s'excommunier mutuellement en disant les uns et les autres, vous avez reçu un livre. Il demande aux musulmans de ne pas faire la même chose. C'est écrit dans nos livres. Il dit que les juifs et les chrétiens et les autres peuvent rentrer au paradis. Ça, ce discours, c'est les musulmans qui me le combattent. Hein. Mais quelqu'un vient même les gens qui m'insultent et qui me maudissent. C'est écrit dans le Coran, mon ami. Donc, les musulmans sont en état de régression. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc moi, en tant que non-musulman, moi, je regarde ça. Bien sûr que j'ai peur. Ça ne me donne pas envie. Si je n'étais pas né dans l'islam, je ne crois pas, j'admire ceux qui se convertissent. Hein. Je me dis, comment t'as fait, mec? Mais oui. T'es venu à ça comment? Avec tout ce brouillard là qu'il y a autour. D'ailleurs, c'est assez... c'est pas drôle, hein, mais... beaucoup de convertis aujourd'hui, ils se convertissent parce que leur réalité est tellement difficile, c'est pour fuir aussi quelque chose. D'où un certain radicalisme dans lequel un certain zèle, avec très peu de connaissandes, où parfois on a l'impression qu'ils se bricolent un peu une identité. C'est ça. Une identité. Mais ça, c'est le problème un peu de la religion lorsqu'on en fait une idéologie. Il y a un moyen politique, en fait, personnel de vivre ou d'acquérir le pouvoir. En fait, la religion devient un moyen pour soi et non pas une voie vers soi. Et c'est pour ça que quand on devrait mettre des formations, voire des centres d'accueil des convertis, qui puissent accompagner les gens. Ça, on n'a pas ça aussi. Ça, d'ailleurs, c'est une question que je me posais. Comment se passent les conversions aujourd'hui d'une façon générale? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même très facile. C'est très facile de rentrer en islam. Oui. Contrairement aux autres religions, et c'est tant mieux. C'est une religion universelle. Donc. Et les principes de l'islam se disent être des principes humains, que tous les êtres humains peuvent comprendre. Cependant, il y a un manque d'accompagnement au sein de la communauté musulmane. Le converti, quand il vient à l'islam, ça dépend qui déjà l'a accueilli. Mais souvent, on le met face, non pas aux principes universels et spirituels de relation avec le divin, de respect de tous les prophètes, les principes quoi. On les met face au conflit qu'il y a au sein de la communauté musulmane, telle secte, tel ceci. Dès le départ, on lui dit fais attention, il y a des sectes. Donc, souvent, les convertis, on les met dans une disposition de méfiance et de peur. Donc dans ce genre de disposition, déjà quand on rentre dans un univers qu'on ne connaît pas, on a un peu peur. Alors si en plus ceux qui sont dedans ils disent fais attention, on est frileux. Et ça, c'est le genre de disposition, c'est pas bon spirituellement et même dans l'acquisition des savoirs, on n'est plus ouvert. Et moi par exemple, il y a des fois où, moi si les politiques françaises étaient intelligentes, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Mais la compréhension malsaine qu'on a de la laïcité, l'ignorance du religieux qui est entretenu ici. Oui, d'ailleurs, il y a même en France, de façon générale, sans parler d'islam, une haine du religieux. Oui, de façon générale, cette vision négative qu'on a du religieux, elle n'est pas bonne, quoi. Ça ne sert à rien du tout.
Et il y a une forme d'athéisme militant aussi qui est là, quoi. D'extrémisme laïcard, certains laïcard, c'est de l'athéisme, hein, c'est des athées, c'est tout. Ils veulent dégager la religion. Et puis il y a des catholiques aussi extrémistes, des catholaïques, on va dire, et autres d'obédience, juives aussi, qui rentrent dans cette brèche-là pour combattre l'islam. Tout à fait. Donc les uns pour combattre toutes les religions, les autres pour combattre l'islam de façon générale. Tout ça, ce sont des extrémistes. Et tout ça, c'est une autre forme de religiosité malsaine. Hein. Absolument. Parce que même dans le refus de la religion, il y a du religieux toujours. Mais si l'État français était, et les politiques publiques étaient intelligentes, au lieu de fustiger, faut régler le problème de façon pragmatique. Déjà, on permet à ce qu'il y ait des meilleures formations, la religion. Moins de haine exprimée à la télévision contre l'identité des gens. Tous les musulmans leur crachent sur la figure tous les jours. Comment voulez-vous qu'ils se sentent bien? Qu'il y ait une bombe qui explose en Afghanistan, je suis triste. Mais pourquoi on va m'interroger moi? Moi, je suis pas afghan, moi. Ça, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Je suis pas afghan, les amis. Donc, ne me posez pas des questions sur ce qui se passe en Afghanistan. Et me dites pas c'est à cause de l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce sont les conditions politiques qui existent là-bas. Bah, par exemple, alors peut-être que certains, c'est parce que beaucoup de jeunes dans les banlieues parlent souvent du conflit israélo-palestinien. Oui, mais c'est sûr, mais c'est un conflit politique, d'une part, et il y a une injustice flagrante. Bien sûr, et on veut faire taire les gens. Je parlais du fait que tu dis, je suis pas afghan, on me demande pas mon avis, mais certains, on leur demande pas non plus leur avis, mais ils vont ramener des conflits extérieurs pour justifier. C'est vrai aussi. Pour importer des conflits. C'est vrai aussi, parce que ça a des conséquences quand même. Mais moi, on me pose pas de questions, qu'on me pose pas de questions sur ce qui se passe, de justification de ce qui se passe en politique. Qu'on me pose des questions sur ce qui se passe en Afghanistan, il m'arrive d'en parler d'ailleurs. En tant qu'analyste, j'ai mon opinion autre, comme ce qui se passe en Rwanda, comme ce qui se passe en ce moment en Amérique latine. Mais qu'on me demande pas de dire, en tant que musulman, positionnez-vous. Non. Pourquoi? Je dois plus me positionner d'ailleurs sur la France, parce que c'est mon pays, que sur ce qui se passe en Palestine. Absolument. Parce que je suis pas responsable, moi. Je vote pas en Palestine. Je vote pas en Israël. Par contre, j'ai mon opinion sur ce qui se passe en Israël et en Palestine. Et on peut pas laisser l'injustice comme ça se propager à travers la terre et se dire les gens vont se tenir tranquilles. Ça d'ailleurs, beaucoup de non-musulmans sont absolument d'accord. Palestiniens. C'est un problème humain, je veux dire. Et moi, il y a des choses en Palestine sur lesquelles je suis pas d'accord. Par exemple. Il m'arrive de critiquer. C'est jamais un débat qui est effectué de façon sereine. C'est toujours l'hystérie. Donc on a l'impression qu'il faut choisir un camp. Voilà. Si tu critiques l'autre, c'est que tu es avec l'autre. Non, mon ami. Moi, je suis pas antisémite. Je suis pas contre les juifs. Et d'ailleurs, j'estime que le Coran, parlons-le en large des enfants d'Israël. Donc, c'est pas un problème. Parce que c'est pas ça le propos. Comme ce qui se passe en Égypte ne me plaît pas. Pourtant, c'est majoritairement musulman. Où est la justice? Où est l'humanité? Où est le respect de la dignité humaine? Voilà. T'es musulman, tu respectes pas la dignité humaine, t'es mon ennemi. T'es un non-musulman, t'es chrétien, un juif, athée, ce que tu veux, frère. Mais tu respectes la dignité humaine, t'es mon frère, mon ami. Et puis le reste, on verra ça au jugement dernier. J'espère que tu iras au paradis. On se retrouvera là-bas. J'espère que j'irai aussi. Mais ça, c'est pas entre nos mains. Par contre, ce qui est entre nos mains, c'est là, tout de suite présent. Ce qu'on vote comme politique publique. Mais je reviens sur l'affaire des convertis. On ne peut pas accompagner les convertis de façon beaucoup plus efficace. Moi, il y a des personnes, si je les vois, je les déconseillerais de se convertir. C'est pas le moment. Mm. Mais il va dire, mais attends, c'est un musulman quand même qui parle. Oui, parce que je veux qu'il soit un bon musulman. C'est-à-dire un bon être humain. S'il a des raisons, genre le gars, il veut se convertir parce qu'il est amoureux d'une fille. Bon, je lui dirais, écoute, si tu veux, je vais parler aux parents de la fille, mais ne te convertis pas pour ces raisons-là. Si il a une sorte de haine, il y a des gens, on sent qu'ils ont... Oh oui. Tu sens qu'ils ont du vécu, quoi. C'est des écorchés vifs. Lui, je dirais, non, calme-toi. Deviens d'abord humain, apaise-toi, et après, si tu veux rentrer en islam, je ferai ça. Par contre, il y a des personnes, ils s'en font dedans. Je dirais, ah, vas-y, viens. Ah, mais viens à quoi? C'est une très bonne question. À mon groupe? À ma tradition? À nos tares? T'as des occidentaux, un Suisse qui disait qu'il était tout le temps à l'heure.
Et quand il s'est converti, il s'est rendu compte que les autres venaient pas à l'heure. Les Arabes, les Noirs, nous, quoi. Il a dit, bah maintenant, je me suis intégré, je deviens plus à l'heure. Ah non, ça, c'était bien, ça. Ouais. Quand on se convertit à l'islam, à quoi on se convertit? D'ailleurs, c'est quoi l'islam?